si vous étiez agacé, mais vous n'avez pas hésité à dire qu'il y avait plus grave que le Covid-19 dans le monde. C'est quand même une pandémie qui paralyse la moitié de l'humanité, hein. Près de 4 milliards de personnes. C'est inédit, sans précédent, mais malgré tout, vous pensez qu'on en fait trop ? Alors, il y a plus grave, évidemment, dans le monde que le Covid-19. Il faut rappeler que 9 millions d'êtres humains meurent de malnutrition chaque année. 9 millions chaque année, depuis des décennies. 9 millions, dont 3 millions d'enfants meurent chaque année. Bon, en France, il y a pour l'instant 20 000 morts à peu près du Covid-19. C'est beaucoup trop, c'est évidemment très triste. Mais rappelons quand même qu'il meurt en France 600 000 personnes par an, dont 150 000 meurent de cancer. Alors qu'est-ce qui est le plus grave, le Covid-19 ou le cancer ? Socialement, économiquement, bien sûr le Covid, parce que c'est contagieux, c'est une pandémie. Mais individuellement, entre mourir du Covid-19 ou mourir du cancer, je ne fais pas tellement de différence. D'autant que parmi les morts du cancer, il y a des milliers d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Il se trouve que le Covid-19, si j'ose dire, a la bonne idée de frapper plutôt les plus vieux. Vous l'avez dit vous-même, le taux de mortalité est près de 10% au-delà de 80 ans, très en dessous de 0,1% pour les enfants. Écoutez, moi je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour mes enfants que pour moi. Et donc, ce qui m'étonne, ce n'est pas du tout le confinement, mais c'est cette espèce d'affolement médiatique où depuis des semaines, on ne nous parle plus que de ça. On nous appelle, au fond, à porter le deuil des 20 000 morts du Covid en oubliant les 600 000 autres. Moi, je me demande en quoi est-ce que les 20 000 morts du Covid-19 méritent davantage de compassion, de respect, d'intérêt que les 600 000 autres morts, et notamment que les 3 millions d'enfants. 3 millions d'enfants qui meurent tous les ans de malnutrition, dont personne ne parle et dont tout le monde se fout. Patrick, et peut-être une réaction de Gilbert Deray ? Non, mais, pardon, mais si je synthétise les derniers propos que vous avez tenus, ça revient à dire, ça tue des personnes âgées, c'est pas très grave, ou c'est moins grave que de tuer d'autres catégories de la population. C'est exactement ce que je pense, parce que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais toutes les morts ne se valent pas. Parce que mourir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, c'est quand même plus triste, excusez-moi, que de mourir à 80 ou 90 ans. Et d'ailleurs, après cette émission de radio où j'ai dit ça, j'ai reçu des dizaines de messages de soutien exclusivement de gens ayant plus de 60 ans, qui sont comme moi, pères de famille, grands-parents, et qui me disent, mais bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est la santé de nos enfants avant la nôtre. Et puis il faut rappeler que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. J'ai cité souvent la phrase de Montaigne qui écrit génialement dans les essais, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et on a le sentiment des fois en regardant la télévision que nos journalistes redécouvrent tout d'un coup que nous sommes mortels. Tu parles d'un scoop, on sait bien qu'on est mortel. Alors, je préfère mourir le plus tard possible, mais au fond, je préfère que ce soit moi qui meure plutôt que mes enfants. Et donc, je pense en effet que protéger les jeunes, c'est notre priorité à tous. C'est pas une raison pour pas soigner les vieux, ça va de soi. Encore une fois, j'ai 68 ans, donc je fais partie des groupes à risque. Et puis, il y a autre chose, c'est que ces dépenses considérables, parce que ce qui est sans précédent, c'est pas tellement l'épidémie. On a vu des épidémies aussi graves, peut-être plus graves. On parle de la grippe espagnole. Ce qui est sans précédent, c'est le coût économique, parce que les économistes nous disent la crise qui va commencer sera encore plus grave que la crise de 29. Donc là, c'est peut-être une crise économique sans précédent. Qui va en souffrir ? Pas les vieux, pas moi. Nos enfants, les enfants de nos enfants. Et donc, c'est vrai que le père de famille que je suis, au fond, il a envie de pleurer. Quand on voit que le chômage qui commençait à régresser, va à tous les coups exploser, la dette publique, qu'on avait tellement de mal à contrôler, est en train de s'envoler. Qui va payer les 114 milliards ? Mais les actifs, bien sûr, pas moi. La dette de la France qui s'envole, il faudra la rembourser. Qui la remboursera ? Pas les vieux, les jeunes. Eh bien ça me donne envie de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire le confinement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la dette. Je pense que Macron a raison. D'ailleurs, j'ai voté pour lui, je revoterai pour lui. J'ai la plus grande admiration pour notre président de la République. Mais enfin, le père de famille que je suis a le droit de vous dire, quand je vois ce que nous préparons pour nos enfants, j'ai envie de pleurer. Les vies et les morts ne se valent pas, Gilbert Deray ? Alors, moi, je suis un peu comme une poupée russe en ce moment. C'est-à-dire que je suis la petite poupée du fond, là, c'est un médecin, puis autour, c'est un papa, et encore autour, c'est un grand-père, et encore autour, c'est un citoyen. Le médecin que je suis ne peut pas choisir une vie qui va peut-être être épargnée pour une vie que je vais épargner. Tout mon ADN médical est celui-là. C'est-à-dire que quand je suis confronté à la maladie, à une vie que je vais perdre, je la sauve. Et l'âge, je m'en moque. Et d'ailleurs, depuis bien longtemps, je ne demande plus l'âge de mes patients.
Et que vous ayez 60, 70, je connais votre âge, donc, ou 20, moi, en tant que médecin, je m'en moque. Je veux vous sauver. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Covid-19, où on a dit, on va faire passer la vie devant l'économie. Alors, moi, je suis sidéré, stupéfié et très heureux. Et si ça n'avait pas été comme ça, et si la société avait choisi le contraire, eh bien, ça aurait été très hypocrite. Pourquoi ? Parce que finalement, si la société avait dit, comme Bolsonaro ou Trump, non, on va choisir l'économie, qui en bout de chaîne aurait choisi ? C'est pas les politiques, c'est nous les médecins, et en particulier les réanimateurs. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de choix, quand on fait un non-choix ? Finalement, serait arrivé dans les services de réanimation, monsieur, madame, 20 et 40 ans. C'est le réanimateur qui aurait choisi 20 ou 40 ans, c'est pas le politique, ou qui vous voulez d'autre. Donc le médecin que je suis dit, c'était le bon choix. Ça, c'est très clair pour moi. Et j'espère que notre société ira dans cette direction. Et le père de famille ? Alors, le père de famille, il est comme vous. Il est très inquiet pour ses enfants. Et il est même très inquiet pour sa petite fille Raphaëlie, qui pourtant ne risque rien, puisqu'elle a 2 ans et qu'on dit Vous allez pouvoir qu'elle reprendre ne la parole. risque rien. Bien sûr que je suis inquiet, tout à fait inquiet comme vous. Je vais mettre ça de côté. Puis après, il y a le citoyen. Et ce que voudrait le citoyen, c'est que si le choix était différent, alors il faut qu'il soit fait. Mais attention, il peut être fait que par les gens qui dirigent et les gens qui décident. Et moi, ce que je crains, si on faisait ce choix, c'est que finalement, ce soit un non-choix. Parce qu'imaginez un instant que la nation décide qu'effectivement, on ne va pas mettre Covid-19. Allez, moi, je l'ai fait, je l'ai vécu en médecine. Moi, j'ai la chance d'être arrivé juste après. Je suis de la génération de ceux qui ont pu faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'on transplantait tout le monde, on faisait ce qu'on voulait. Mais imaginez que la nation décide qu'au-delà de 60 ans, on ne vous met pas en réanimation. La nation décide ça. Mais finalement, c'est très hypocrite, parce que qui va choisir à l'arrivée ? C'est pas le président de la République, c'est le réanimateur qui va choisir. Donc finalement, moi, le citoyen, je suis en permanence ramené à ma condition de médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Et donc, je comprends très bien que pour un médecin, la santé est évidemment l'essentiel. Il ne serait pas médecin autrement. Pour l'homme que je suis, je tiens beaucoup à ma santé, mais je trouve que la liberté, le bonheur, l'amour, la justice, c'est des valeurs plus hautes. Et au fond, ce qui m'inquiète dans ce que j'appelle le pan-médicalisme, pan en grec, ça veut dire tout. C'est-à-dire tout soumettre à la médecine. C'est que pour beaucoup de gens, la santé devient la valeur suprême. Alors si la santé devient la valeur suprême, effectivement, soumettons tout à la médecine. Déléguons à la médecine non seulement la gestion de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de nos vies et de nos sociétés. Et ça, je trouve ça plus inquiétant. Vous savez, Voltaire disait joliment au XVIIIe siècle, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est la santé, on assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 20 siècles de civilisation, où on considérait à l'inverse que la santé n'est qu'un moyen, certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Autrement dit, la santé est une chose très importante, il n'y a pas que ça dans la vie. J'ajoute sur le rapport à l'économie. Les 9 millions de gens qui meurent de malnutrition, les 3 millions d'enfants, ils ne meurent pas pour des raisons médicales, ils meurent pour des raisons économiques. Faisons une expérience de pensée. Imaginez que tout le corps médical, les soignants, fassent une grève totale pendant 1 an. Qu'est-ce qui se passe pour l'économie ? 2 gros problèmes. Mais enfin, il y aura quand même du pain chez vous de boulanger, de la viande chez votre boucher et de l'essence dans votre voiture. Autrement dit, si toute la médecine s'arrête, la vie continue. Imaginez à l'inverse que tout le monde fasse grève. Imaginez à l'inverse que tout le monde fasse grève pendant 1 an, sauf les médecins et les soignants. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de patients, il n'y a plus de médecins, tout le monde est mort de faim. Autrement dit, arrêtons de dire la santé c'est formidable, l'économie c'est mal, c'est de l'argent, c'est pour les méchants. Il n'y a pas de santé sans économie. La médecine coûte cher, tant mieux, c'est le programme médical. Ne rêvons pas d'une bonne médecine avec une mauvaise économie. Pourquoi faudrait-il choisir entre la santé et l'économie ? Il ne faut pas choisir, il faut les deux précisément, simplement. Ça veut dire qu'on ne peut pas privilégier que la santé. Parce qu'encore une fois, la santé a besoin d'une bonne économie. On n'aura pas une bonne médecine avec une économie qui s'effondre. Tout le monde veut augmenter les dépenses de santé. Je suis pour comme tout le monde. Mais comment allons-nous faire si l'économie s'effondre ? Là, c'est une pure illusion. Et donc, il faut aussi sauver l'économie. Et ce qui m'inquiète un peu, pardon d'être un peu long, c'est qu'on entend 10 médecins chaque soir à la télévision. C'est très bien, moi j'aime beaucoup les médecins, je les trouve très intéressants. On entend des fois un économiste pour lui demander combien ça va coûter. Mais jamais pour lui demander ce qu'il faut faire. Autrement dit, actuellement, les médecins disent ce qu'il faut faire et les économistes calculent combien ça va coûter.
Attention, c'est casse-gueule. La santé est une très grande chose. Vive la médecine, vive le corps soignant. C'est pas la médecine qui nourrit une société. La pauvreté, la misère tuent aussi et davantage. Gilbert Deray, mais là, pour conclure. Moi, je vous suis à 100% là-dessus. Mais oui. Parce que, évidemment, que la médecine ne peut pas être isolée de la société. D'ailleurs, un assez bon indicateur de l'état d'une société. Et qu'évidemment, qu'on est complètement intriqué. Et je suis extrêmement sensible à ce que vous dites sur pauvreté, sur famine, sur guerre. Et d'ailleurs, quand on dit qu'on vit le Covid-19 dans la guerre, il faudrait qu'on aille voir en Syrie et en Irak avec le Covid-19 comment c'est. Je vous suis également sur le fait qu'on a érigé la vie comme étant le bien suprême. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on dit, il faut faire du sport, il faut manger, il faut être heureux, il faut bien dormir, il faut faire des câlins et même la sexualité pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on a oublié la valeur de chacun séparément. Là, je vous suis à 1000%. Et il va falloir qu'on reconsidère si l'objectif, c'est de vivre de plus en plus vieux, ce qui est un objectif suprême, et on était même, depuis des années maintenant, en train de nous parler comme on allait devenir immortel. C'est devenu un but en soi. Tout cela doit être reconsidéré. Et c'est peut-être l'occasion, justement, de ce Covid-19 pour se dire, en fait, qu'on a à la fois pas assez bien considéré la santé pour ce qu'elle devait être comme outil, mais également pour ce qu'elle devait être dans une société. La médecine, c'est pas juste un outil pour guérir ou pour vivre longtemps. C'est plus vaste que ça. Ça doit être complètement intégré dans l'ensemble de la société, comme le Gilbert reste. Deray, médecin et philosophe, vous voyez. Il n'est très pas bien. que médecin ce soir.